Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter de l'hégémonie américaine, comment les États-Unis ont supplanté le Royaume-Uni au cours du XXe siècle comme leader de l'économie mondiale, et comment ils ont construit donc une économie monde américaine tout au long du XXe siècle. Les États-Unis disposent pour cela de nombreux atouts. Le premier atout, c'est leur territoire, conquis progressivement d'est en ouest au cours du XIXe siècle, notamment via les infrastructures de transport comme le chemin de fer. Ce territoire a permis aux États-Unis de disposer d'immenses surfaces de terres agricoles ainsi que d'importantes ressources naturelles comme le charbon ou le pétrole. L'autre élément important, c'est un dynamisme démographique important qui a permis de peupler ce territoire. Vous l'avez vu lors du premier chapitre du programme de seconde, lorsque l'on a étudié les flux migratoires, notamment en provenance d'Europe, et à destination, en particulier des États-Unis. De nombreux Européens ont émigré aux États-Unis au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Autre atout important, c'est un contexte qui est très favorable aux entreprises. Aux États-Unis, le libéralisme économique est une quasi-religion. La loi américaine favorise la libre concurrence. L'intervention de l'État dans l'économie est très réduite. Les impôts, les réglementations sont réduits. Et la réussite individuelle est valorisée. On en a l'illustration dans ce texte de Russell Conwell, qui était un conférencier qui avait tenu plus de 5000 fois une conférence aux États-Unis qui expliquait comment devenir riche. Et il dit dans cet extrait: « J'affirme que vous deviez être riche et que votre devoir est de le devenir. » Il dit que les hommes riches sont honnêtes, et il dit: « Je compatis avec les pauvres, qui sont pourtant bien rares à mériter cette compassion. En effet, compatir avec un homme que Dieu a puni pour ses péchés, c'est agir mal. » Pour lui, la pauvreté est la sanction de l'incompétence, c'est une punition divine, en quelque sorte. Pour paraphraser le slogan d'un jeu de société célèbre, pour lui, si tu es pauvre, c'est de ta faute. Voilà. Et donc, du coup, de la même manière que la pauvreté est la sanction de l'incompétence, la richesse est la récompense du mérite. Et donc, elle est toujours méritée, même si elle est immense. Le deuxième extrait illustre également notre propos. C'est un extrait d'un extrait des mémoires de David Rockefeller, qui était le petit-fils de John Rockefeller, qui avait été devenu l'homme le plus riche des États-Unis en faisant fortune dans le pétrole, avec une compagnie, la Standard Oil, qui avait acquis un monopole dans la production de pétrole, monopole qui avait été cassé par une loi votée au début du XXe siècle. Ce qu'il dit est intéressant parce qu'il explique comment son père est devenu l'homme le plus riche des États-Unis, et il dit que grand-père et ses associés étaient de féroces concurrents mais ne firent que se conformer aux pratiques en vigueur à leur époque dans les affaires. Le monde est alors différent. La plupart des lois qui régulent aujourd'hui la concurrence n'existaient pas. La Standard opérait au lisière de l'économie. C'était un territoire nouveau, inexploré, et dans certains cas littéralement le Far West. Ce que l'on voit ici, c'est qu'effectivement, le petit-fils de Rockefeller explique que son grand-père a réussi à devenir l'homme le plus riche des États-Unis en bénéficiant, en profitant de l'absence, ou de la quasi-absence de réglementation. Les États-Unis ont vu leur puissance s'accroître au cours des conflits mondiaux, déjà suite à la Première Guerre mondiale, qui a marqué un affaiblissement de l'Europe, et ils sont devenus un important créancier. On le voit ici avec cette caricature qui fait la une du Petit Journal, donc le journal français de grande diffusion, en 1920, où on met en parallèle ce que la France doit aux États-Unis à ce moment-là, et ce qu'avait coûté l'expédition de Lafayette à la fin du XVIIIe siècle, et pour laquelle la France n'avait pas demandé de dédommagement ou de remboursement. Voilà. Ça nous renvoie à une réalité, c'est que dans les années 20, de nombreux pays européens, particulièrement l'Allemagne d'ailleurs, sont endettés auprès des États-Unis. Cette hégémonie, elle continue de se renforcer après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a laissé le territoire américain intact et a permis aux États-Unis de renforcer leur puissance productive afin notamment d'alimenter l'effort de guerre. On a construit toujours plus d'usines pour produire des chars d'assaut, pour produire des jeeps, des bateaux, etc. Et tout ceci a permis après la guerre de produire des biens de consommation. Du coup, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont à la tête d'un nouvel ordre économique fondé sur la suprématie de leur monnaie, le dollar, qui est la seule monnaie convertible en or, puisque les États-Unis disposent de 60% du stock d'or mondial. C'est le système de Bretton Woods, avec des monnaies dont la parité est fixée par rapport au dollar. Pour faire simple, le dollar garantit la valeur des autres monnaies, ce qui a permis une stabilité des échanges, mais ce qui a renforcé évidemment l'hégémonie économique américaine.
La puissance américaine continue de s'affirmer pendant la guerre froide, notamment via la course aux armements, via également la conquête spatiale, hein, car il faut bien avoir en tête que s'il y avait un enjeu de concurrence avec l'URSS dans la conquête de la Lune, c'est aussi la concrétisation d'un formidable défi technologique, hein, et que c'est également une belle illustration de cette avance technologique majeure qu'ont les États-Unis dans les années 70, puisque l'ordinateur, par exemple, qui avait à bord de la capsule Apollo, a nécessité de réquisitionner l'essentiel de la production de puces, hein, de circuits intégrés à cette époque. D'ailleurs, les États-Unis ont été des pionniers de la révolution informatique, hein. La plupart des inventions liées à l'ordinateur et à l'informatique, que ce soit l'email ou la souris, etc., toutes ces choses-là ont été inventées ou développées aux États-Unis. Et Internet est une invention américaine. D'ailleurs, le premier technopole de l'histoire, on le trouve en Californie, près de San Francisco. C'est évidemment la Silicon Valley, la vallée du silicium, hein. Le silicium, c'est cette matière avec laquelle on fabrique les puces électroniques. Et la plupart des grands acteurs aujourd'hui de l'informatique et d'Internet sont toujours des entreprises basées là-bas. Donc dans la seconde moitié du XXe siècle, les États-Unis sont de très loin la première puissance mondiale. Dans les années 50, ils assurent à eux seuls la moitié de la production de biens manufacturés. Cela leur permet d'avoir un mode de vie qui fait rêver, hein, et qu'ils exportent via leurs grandes firmes. Ce mode de vie fondé sur des marques comme Coca-Cola, le McDonald's, le Blue Jean, etc. Et ce mode de vie fondé sur ce train de vie, ce niveau de vie fondé sur la maison individuelle, la voiture pour tous, fait évidemment rêver ailleurs et particulièrement en Europe où on sort à peine de la guerre et on essaie de se reconstruire. Ce mode de vie qui fait évidemment rêver ne doit pas faire oublier par contre que les États-Unis sont profondément une société profondément inégalitaire, hein. Donc l'American Way of Life, le mode de vie à l'américaine, le rêve américain, oui, mais pas pour tous. C'est au début des années 70 d'ailleurs que les États-Unis commencent à donner des signes d'affaiblissement, d'abord par un endettement qui commence à se creuser, un déficit commercial qui commence à se creuser également. En 1971, la convertibilité du dollar en or, qui était la base du système de Bretton Woods, est abandonnée par Richard Nixon, hein, ce qui est considéré comme un signe d'affaiblissement économique. Cela dit, les États-Unis demeurent, à cette époque-là, la première puissance économique du monde.